Bonjour à tous, je vous accueille aujourd'hui pour une randonnée qui va se dérouler en Meurthe-et-Moselle, dans le Toulois. Et pour pas parler de trop tout de suite à cette introduction, je vous laisse avec moi il y a quelques mois pour vous expliquer de quoi il en retourne. Et puis je vous retrouve dans ce costume de randonneur juste après. Je vous laisse découvrir avec mon double le lieu où je suis aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Et oui, on est bien toujours sur la bonne chaîne. Et aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale comme vous pouvez le voir, puisque je vous emmène sur le site de l'ancienne commanderie templière de Libdo, d'où nous allons faire un circuit qui commence donc par cette époque des Templiers. Alors, je vous explique un petit peu. Nous sommes donc sur la commune de Toul, un petit peu à l'écart, sur un lieu-dit qui s'appelle la ferme de Libdo et qui doit son nom à une commanderie templière dont l'installation remonte au XIe siècle. Et vous voyez derrière moi la chapelle de cette commanderie. Cette chapelle date du milieu du XIIIe siècle et je vous explique un petit peu pourquoi ce costume et ce lieu, puisque j'ai une autre passion que la randonnée, c'est celle du patrimoine, et avec une petite équipe, depuis 2011, nous avons fondé une association dont le but est la restauration de cet édifice. Et chaque année, aux Journées du patrimoine, c'est aujourd'hui, nous ouvrons ce domaine au public pour lui présenter le lieu et expliquer l'activité de notre association. J'ai trouvé sympathique d'allier les deux passions, et la randonnée et l'histoire, pour vous proposer un petit circuit autour de ce domaine. Et puis je vais en profiter aussi pour vous expliquer où nous sommes et ce que nous faisons. Allez, vous me suivez, on y va. Ici, tout commence au XIe siècle. L'évêque de Toul, la ville toute proche, fait un don à l'ordre des Templiers d'une parcelle de terrain sur laquelle ces derniers s'installent et fonde ce qu'on appelle communément une commanderie. Alors en quoi consiste la commanderie? C'est évidemment l'édifice religieux, la chapelle que l'on voit derrière moi, et puis un ensemble de bâtiments à usage agricole. Et l'activité principale de cette commanderie est l'exploitation des terres afin de dégager des revenus qui permettent d'entretenir les troupes militaires qui se trouvent en Terre Sainte. Le lieu n'est pas complètement désertique puisque, comme vous pouvez le constater derrière moi, nous sommes juste à côté d'une voie de grande circulation. En l'occurrence, actuellement, c'est la D611, la départementale 611. Mais à l'époque, cette route existait déjà. C'était d'ailleurs une voie romaine très célèbre puisque c'était celle qui desservait les villes de Trèves et de Lyon. Donc un axe important que l'on peut qualifier d'autoroute de l'époque romaine. Comme vous le voyez derrière moi, la commanderie templière est un ensemble. C'est-à-dire que vous avez le bâtiment religieux, la chapelle, qui est de ce côté, et puis derrière moi, autour de ce lieu de culte, sont disposés les bâtiments usuels, c'est-à-dire les écuries, les étables, les granges et les habitats des moines qui vivent sur place. On parle évidemment des Templiers, puisque c'est un peu cet ordre-là qui fait rêver les gens, avec tout le mystère qui l'entoure. Mais il faut savoir que les Templiers ne sont pas ceux qui sont restés le plus longtemps sur place, puisque comme vous le savez, il aurait arrivé quelques bricoles en 1307. La dissolution de l'ordre, l'arrestation de l'ensemble des Templiers, et Libdo ne fait pas exception à la règle, puisque l'ensemble des possessions templières seront dévolues en 1311 aux hospitaliers, à l'ordre des hospitaliers, qui va désormais gérer le domaine.
Ces hospitaliers se maintiendront ici sur place jusqu'à la Révolution française qui va saisir les biens et les vendre ensuite comme bien national. L'Ibdo n'échappe pas à la règle. Le domaine agricole ainsi que les bâtiments seront rachetés et la chapelle va être désacralisée. C'est aussi ce qui va un petit peu permettre de la sauver jusqu'à nos jours, puisque se trouvant sur un domaine agricole, on va lui trouver une utilité pour cette exploitation et c'est ce qui permettra de la maintenir jusqu'ici. Je vous parle d'aménagement de cette chapelle pour les usages agricoles et cela se traduit par ce logis qui a été créé dans le cœur de la chapelle. Donc on voit distinctement voilà, un plancher qui a été installé pour créer un étage. Vous voyez ici une ancienne cheminée avec un four à pain. Ici se trouvait une pierre à eau. Et donc cette chapelle a été divisée en deux. Donc cette partie habitation et de l'autre une partie qui servait de grange à fourrage ou à grains. Et lorsque nous avons récupéré cette chapelle en 2011, il y avait énormément de dégâts, elle n'avait pas été entretenue depuis des dizaines d'années et la voûte de cette première travée, puisqu'il y en a 3 dans la chapelle, était complètement effondrée. Et grâce à la mobilisation de beaucoup de monde, la Fondation du patrimoine, des collectivités locales, de l'association évidemment, des particuliers, des entreprises du secteur, nous avons mobilisé des fonds afin de sauver cette chapelle, bien sûr, de la restaurer et donc de remonter cette voûte. Ces travaux se sont achevés en novembre 2021, donc ce qui était la première tranche de nos travaux. Donc ici c'est l'ancien chœur de la chapelle et nous allons aller de l'autre côté pour voir un peu mieux à quoi ressemblait l'édifice dans sa configuration originale. On entre donc dans ce qu'on pourrait dire la pièce principale, la partie la moins transformée de la chapelle, où on se rend compte du volume de cette dernière, avec ses voûtes, ses croisées d'ogives, ses superbes clés de voûte. Chacune est différente avec des motifs de feuillage. Et ce que vous voyez sur les arcs, ces traces de peinture, datent de l'origine de la chapelle, donc entre le milieu et la fin du XIIIe siècle. Alors ce mur qui a été donc monté à peu près aux 2/3 de la chapelle pour les usages agricoles, comme je vous le disais, dans le projet de restauration a vocation à être démonté afin de rendre son volume total à l'édifice. La particularité de cette chapelle réside justement dans sa voûte. Il faut savoir que le duché de Lorraine comptait 13 commanderies templières et que de nos jours il reste des vestiges d'importance, dirons-nous, que sur 4 sites. Et cette chapelle de l'Ibdo est la seule à avoir conservé ses voûtes en croisée d'ogives. Donc tout l'intérêt qu'il y a à restaurer cet édifice. On peut remarquer aussi une magnifique rosace, exceptionnellement grande pour ce type d'édifice, et très rare sur justement des édifices templiers qui étaient plutôt dans le registre de la sobriété au niveau des décorations architecturales.
Cette séquence est donc tournée, vous l'aurez compris, puisque je vous l'ai dit au début, lors des journées du patrimoine, parce que c'est pour nous un événement très important, puisque c'est pour l'instant le seul moment de l'année où nous ouvrons ce chantier au public. C'est donc important pour nous de pouvoir montrer cet édifice, d'expliquer son histoire et aussi d'expliquer le rôle de notre association. Alors justement, notre association, je vous en touche deux mots. Je vous mettrai dans la description le lien qui mène vers notre site internet et puis également notre page Facebook. Vous pourrez ainsi constater ce que nous faisons et puis le dynamisme de l'équipe. C'est une association qui s'est montée en septembre 2011. Elle a donc 11 ans à l'heure où je vous parle. Et depuis cette époque, une époque pas si lointaine, mais où nous avons commencé avec 3 personnes, et nous sommes actuellement environ 60 adhérents. Et depuis cette époque, nous avons entrepris déjà 2 tranches importantes de travaux. La première était la sauvegarde de l'édifice. Suite à cela, une deuxième tranche de travaux est venue conforter ce premier travail avec la réfection de la voûte que je vous ai montrée, la dépose de l'ensemble de l'ancienne toiture, le renforcement des contreforts et puis l'installation de tirants provisoires pour bien solidifier l'ensemble de l'édifice. Évidemment, c'est un travail de longue haleine et la suite des travaux se projette déjà sur au moins une dizaine d'années. Alors, si cette visite virtuelle vous intéresse, évidemment, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Je vous invite également à venir nous voir lors des Journées du patrimoine. Nous sommes juste à côté de la ville de Toul, sur la RD 611, au lieu-dit Ferme de Libdo. C'est juste avant la zone industrielle où se trouvaient les anciennes usines Kléber, pour ceux qui sont un petit peu du coin et puis qui connaissent un peu le secteur. Et nous sommes vraiment très heureux d'accueillir tout le monde lors de ces journées du patrimoine, d'échanger, de vous expliquer l'ensemble de nos actions. Et puis également, nous vous donnons rendez-vous au cours de l'année sur différentes manifestations qui peuvent se passer soit dans le Toulois ou même de façon un peu plus large sur la Lorraine. Bon, vous imaginez bien que je pourrais encore vous parler de ces lieux et de son histoire pendant pas mal de temps, mais j'essaye de laisser aussi la place à la suite du circuit puisque nous sommes là quand même pour une randonnée. Et on ne va pas arrêter les faits historiques puisque là, on va se retrouver après la guerre de 70 et il y a également plein de choses à voir dans le secteur et ça, je vous emmène tout de suite avec moi pour le découvrir. C'est parti, je reprends mes habits du 21e siècle et on y va. Ce que vous voyez au milieu du champ, cette construction en béton, c'est une partie de la ceinture de fortification de Toul. Et c'est ce qui m'amène à cette deuxième partie de vidéo, durant laquelle je vais vous parler de la ceinture serrée de Rivière, du nom de Raymond Alphonse Serré de Rivière, qui est le concepteur de cette ligne de défense et qui a été construite à partir de 1874, donc après la guerre de 70. Monsieur Serré de Rivière est donc né le 20 mai 1815 et décédé le 16 février 1895. Il est surnommé le Vauban du 19e siècle. C'est un homme qui a fait ses études à Polytechnique, qui est sorti de Polytechnique en 1835
et ensuite fait son cursus à l'école d'application de l'artillerie et du génie à Metz en 1837. C'est donc un militaire spécialisé dans la fortification et son principe qu'il mettra en œuvre, c'est faire reposer les défenses d'une place sur un ensemble de forts détachés et non pas en se concentrant uniquement sur la place comme le faisait Vauban à son époque. Lors de la guerre de 70 et à la suite de quelques faits d'armes qui permettront aux troupes sous sa direction de remporter quelques victoires, il est élevé au grade de général. Après la guerre, en 1874, il devient directeur du service du génie au ministère de la guerre et met en place la construction d'une défense qui va de Dunkerque jusqu'à Nice. Cette défense sera organisée autour de 4 groupes et aujourd'hui nous sommes donc sur le deuxième groupe qui porte le nom de Meuse moyenne et qui s'étend de Verdun jusqu'à Toul. Nous sommes ici sur une ligne qui bien sûr défend la ville de Toul. Un petit peu plus haut, nous avons le saillant de Saint-Miel, où des combats acharnés ont eu lieu lors de la Première Guerre mondiale. Et puis évidemment, un petit peu plus haut, la célèbre place de Verdun, qui elle fut choisie par les Allemands pour tenter une percée. Voilà donc premier exemple de cette ceinture de fortification qui est composée, comme je vous l'ai dit, de différents ouvrages de taille et de fonctions différentes. Ici nous sommes sur l'ouvrage de Bouvron, qui est donc un ouvrage intermédiaire composé d'un casernement à 2 étages et d'une batterie d'artillerie annexe. Alors aujourd'hui il sert de peu de stand de tir pour une association. Les quelques images que je vous ai proposées vous montrent un petit peu de quoi il en retourne, mais on va aller voir d'autres ouvrages de ce type un peu plus vastes. Alors évidemment, si j'ai choisi de vous montrer ces monuments, c'est parce qu'ils se trouvent en périphérie immédiate de la chapelle de Libdo. Cette chapelle est vraiment sur la ligne de défense et donc elle est ceinturée par ces différents ouvrages du 19e, ce qui est aussi un point d'intérêt pour une randonnée dans le secteur. Allez, je poursuis, je reviens un petit peu sur mes pas et je vous emmène donc à l'ouvrage suivant, l'ouvrage de Francheville. Toutes ces constructions de forts se sont déroulées entre 1874 jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, où ils ont été bâtis, améliorés, renforcés, modernisés. Et sur ce secteur de Toul, vous pourrez constater, si vous venez, que les ouvrages sont particulièrement bien conservés, parce que contrairement à la zone tristement célèbre de Verdun, ici il n'y a pas eu de combat
à la Première Guerre mondiale et n'est jamais venu jusqu'aux portes de Toul. J'arrive sur l'ouvrage de Francheville, qui est déjà beaucoup plus imposant, puisqu'il disposait d'un casernement pour 120 hommes. Alors ce bâtiment, bien entendu, n'est pas le fort en lui-même, c'est un casernement, ça se voit. Le fort est juste à côté. Voici maintenant l'ouvrage du Ropage, donc un abri d'infanterie qui possède un casernement de 80 places. Alors celui-ci est en pleine forêt, n'est pas utilisé. Le problème, c'est qu'il est un peu humide. Voilà quelques images à l'intérieur. Alors effectivement, hop, voilà, c'est humide. Il y a une bonne couche d'eau. On a été bien équipé. Ici on a les latrines ou les douches. Une petite pièce. Voilà à quoi ça ressemblait, avec donc ce long couloir sur le côté duquel sont aménagées des pièces donc pour le casernement des hommes. Et puis à l'extérieur, tout autour, donc on a ces merlons de pierre et de terre, donc pour protéger l'entrée de l'ouvrage. Et sur l'avant, donc une zone qui a été également décaissée avec une butte qu'on voit au fond de l'image et qui permettait donc de placer l'infanterie pour faire barrage à l'ennemi. On retourne un peu dans le passé avec ce témoin sur le bord du chemin. Une très ancienne borne. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir sur la pierre. Avec le T de l'évêché de Toul,
Donc on est à la limite des terres épiscopales sur ce petit chemin. Voilà, j'ai retraversé la départementale et donc je m'achemine vers le fort du Vieux-Canton et derrière moi se trouvent encore différents fortins. Les entrées voilà, que vous pouvez voir là, ici, un petit peu plus loin. Voilà, il y en a toute une série. Et là, ce sont des abris d'infanterie. Donc juste une petite construction en pierre, un simple abri, voilà, qui permet aux hommes de se protéger des tirs ennemis avec la butte. Et donc cette ligne-là nous approche du fort le plus important de ce circuit, le fort du Vieux-Canton, qu'on va aller voir tout à l'heure. Voici une vue en hauteur du fort du Vieux-Canton. Donc ce type de fort donc, qui est enterré. Là on est sur des dimensions qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment. Là c'est un fort d'importance, un fort majeur, lourdement armé. Alors, on va se présenter à l'entrée pour essayer de voir ça d'un peu plus près. Un premier abri pour garder l'entrée du fort. Donc celui-ci construit en 1899. Petite précaution avant d'entrer dans le lieu. On nous demande de rester sur les chemins balisés. Alors pourquoi? Parce que dans le bois, ce qu'on peut trouver, c'est ce type de matériel. Voilà, donc là qui a été peint en orange pour bien les repérer, avec des chevaux de frise et des pics. Donc si on met le pied là-dessus, voilà, je pense pas que la semelle de chaussure soit suffisante. Alors pour information, il y a un parking tout près du fort qui permet de faire une petite balade. Il y a un panneau avec les indications pour faire une petite boucle et découvrir ces fortifications. On voit les restes de voies. C'est des voies je sais plus comment, de Casseville, je crois que ça s'appelle. Des petites lignes de chemin de fer qui desservaient les différents forts et différents ouvrages pour permettre l'approvisionnement. Et puis là, on a les habitantes qui montrent que le lieu est beaucoup plus pacifique maintenant. Voilà, fort du Vieux-Canton. Donc on est ici à l'arrière, voilà la grille d'entrée avec la rampe d'accès à la porte principale. Les observatoires, donc ici une tourelle mitrailleuse, 3 coffres, une tourelle canon de 75, une autre, donc 2 tourelles de canon de 75 et 2 tourelles de mitrailleuse. Voilà l'équipement du fort. Capacité de 308 hommes. Construit entre 1906 et 1909. Voilà pour les spécificités de cet ouvrage. Elles ont l'air de se plaire, hein, les filles là. Bon, je m'en doutais un peu, le fort est évidemment fermé, puisque celui-ci est entretenu par une association. Alors, les visites,
à la demi-journée sans réservation, donc les premiers dimanches de chaque mois. Rendez-vous à 14h30 sur le parking à l'entrée de la forêt. Voilà, petite indication pour ceux que ça intéresserait. Et puis donc au fond, nous avons une carte avec le camp retranché de Toul et donc toutes les fortifications, dont celle que je vous ai montrée ce matin. Voilà, voilà. Alors dommage que je ne puisse pas vous faire visiter ce fort, mais on va essayer de faire un peu le tour sur les hauteurs. Là, je suis en train de faire le tour du fort et il y a les copines qui me suivent, elles me surveillent. Juste au-dessus, hop, ici, on voit une espèce de grosse marmite retournée. C'est une tourelle de mitrailleuse. Donc là je fais le tour par le rempart extérieur et comme ça on peut deviner un petit peu l'étendue de l'installation. Et donc ces blocs qui sont au bout de chaque allée, de chaque tranchée là, on appelle ça des coffres. Donc ils étaient leur fonction était de défendre donc ces douves, si on peut appeler ça comme ça. Si l'ennemi parvenait à rentrer dans le fort, donc ça permettait, vous voyez, d'arroser complètement toute cette tranchée. Bon, et je pense avoir pu trouver un petit endroit pour la pause de midi. Au soleil, ça devrait être sympathique. J'ai quitté le fort principal du vieux canton et quelques centaines de mètres plus bas sur le chemin du GR5 on retrouve un nouvel ouvrage, enfin nouvel, pas tant que ça puisque c'est l'ouvrage est du vieux canton, donc une batterie de défense pour le fort. Voilà, une capacité de 60 hommes, une batterie cuirassée de 1892 et munie d'une tourelle à éclipse avec 2 canons de 57 mm. Ça a été modifié en 1909 pour recevoir 2 pièces de 75. Voilà, voilà. Donc toujours pareil, à l'arrière, l'entrée principale de la fortification. Bon, je pense que c'est pareil, ça doit être fermé. Alors, effectivement, c'est également fermé. Et on devine un petit peu la configuration du site avec une grande salle là. Et puis donc des couloirs qui mènent à la tourelle. Alors ici, et puis sur tout le secteur, c'est pareil, hein. Faites gaffe, restez bien sur les chemins balisés, parce qu'il y a encore des chevaux de frise, des pics et du barbelé un peu partout dans les bois. Donc c'est pas le moment d'aller se blesser là-dessus. Et j'arrive sur le fortin de la tourelle à éclipse. On voit le dôme ici, en vert.
avec une vue là bien dégagée sur la plaine. Et au fond, on devine le clocher du petit village de Villers-Saint-Étienne, défendu donc par cette position. Elle était bien entretenue cette tourelle, avec ses 2 canons de 75. Donc le principe, c'est par un jeu de contrepoids, donc la tourelle s'élève, tire et puis se rabaisse pour être rechargée. De cette façon, elle est invulnérable puisqu'elle est uniquement sortie au moment du tir. Et puis à l'arrière, donc ici, on voit cette petite casquette verte blindée. C'est la coupole d'observation, donc qui sert à l'artilleur pour indiquer, pour donner les coordonnées aux artilleurs qui sont donc sous cette coupole. Alors je pense que ça doit être fermé, mais enfin bon, on va quand même descendre l'escalier pour voir un petit peu si il y a quelque chose à observer. Voilà, donc ici, j'ai mis la frontale pour voir un petit peu mieux. On a l'escalier qui mène donc à la chambre de chargement de la tourelle. Et puis en dessous, là, à travers les escaliers, je ne sais pas si ça se voit, ça brille un petit peu. On voit l'axe sur lequel se déplace, monte et descend la tourelle, avec le système de contrepoids. Et puis sur les côtés, donc les chambres à munitions. Et par ici, donc le couloir qui mène au fort principal. Et puis à la tourelle d'observation. Et bien sûr, comme d'habitude, tout autour de ce petit fort, le fossé maçonné qu'on voit voilà ici là. Allez, je reprends mon chemin. Là c'est sur la voie du retour. Et puis donc on va aller profiter encore de la forêt, du ciel bleu et du soleil. Alors voilà le petit panneau explicatif. Donc nous sommes ici, c'est marqué vous êtes ici, donc forcément avec l'ouvrage est du Vieux Canton, le fort du Vieux Canton que je vous ai montré avec les chèvres. Et puis vous avez donc un cheminement qui est fait pour visiter les différents ouvrages de ce petit secteur. Et donc là je vais redescendre par cette flèche verte, alors dans le sens inverse, puisque je suis arrivé par ici. Donc je vais redescendre vers l'ouvrage du Bas-Chêne, et puis ensuite vers le refuge du Mordant, remonter, reprendre le GR5, et puis continuer ma route, descendre ici vers la chapelle de Libdo. Allez, c'est parti. Bon, alors j'ai jardiné un petit peu dans le bois, j'ai pas trouvé le bon chemin, mais je vais m'en sortir quand même. Je reviens sur le panneau, celui du fort du Vieux Canton, qui permet, alors voilà, je vais vous montrer, hop, d'avoir une carte, voilà, un peu plus détaillée. Donc ici le fort de Villers-le-Sec, Gondreville, le fort du Vieux Canton ici, l'ouvrage de Repâche qu'on a fait ce matin, Francheville, Bouvron, et donc la chapelle de Libdo se trouve ici. Voilà.
Ah, c'est bien de ne pas s'avouer vaincu. J'ai enfin trouvé l'ouvrage du bas du chêne. Ouvrage d'infanterie en béton, construit en 1910. 72 hommes peuvent y être cantonnés. Voilà, guérite observatoire, accessible de l'intérieur et de l'extérieur, entrée en chicane. Le mur de masque protège les fantassins des éclats d'obus. Voilà donc cet ouvrage. Alors évidemment également fermé. Bon, j'essaierai de vous mettre des liens pour les associations qui permettent de visiter ces lieux. Ici, c'est pareil. Alors, on va aller faire un petit tour au-dessus. Alors évidemment, la végétation a bien poussé depuis. Mais à l'époque, ça devait être dégagé. Et puis voici la petite guérite d'observation avec son blindage. Bon, elle est soudée. Et puis on voit qu'il y a quand même eu des tirs de balles dessus. Donc qui permettait aussi de donner des informations aux artilleurs des eaux de fort sur les positions à atteindre et l'efficacité des tirs. Dans cette forêt, sur mon chemin du retour, on trouve un chêne majestueux, un petit peu isolé, qui s'appelle le Vieil Étienne. C'est un chêne qui a été planté, enfin qui a poussé sous l'époque de Stanislas, donc au 18e, à peu près 300 ans, et qui est un chêne remarquable de cette forêt. Voilà, retour au point de départ qui marque aussi la fin de cette randonnée devant la chapelle de Libdo. Alors je vais vous mettre tous les liens en description, le lien de la sauce, page Facebook, tout ça. Également les liens sur un site qui recense toutes les fortifications serrées de rivière qui est très très bien fait. Et puis également quelques petites informations sur les visites des forts, notamment le fort du Vieux-Canton. Et puis aussi celui de Villers-le-Sec. Si vous souhaitez visiter un fort avec encore son équipement d'origine, je vous invite à aller voir celui de Villers-le-Sec, qui est tout à fait surprenant, puisque le village a été fortifié en même temps. C'est tout près d'ici. Voilà, donc j'espère que cette petite randonnée format spécial vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt sur d'autres chemins. Profitez de la nature, profitez des chemins et à bientôt. Merci, salut!